Madame, monsieur, vous êtes sur Gabon 24 dans cette émission qui offre 52 minutes aux candidats à l'élection présidentielle du 26 août prochain pour essayer à leur manière de convaincre les Gabonais et de les rallier à leur cause. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Gérard Elangima, président du Front patriotique gabonais. Il dit être la troisième voie. Bienvenue, monsieur. Merci à vous, Gabon 24. Avec moi pour conduire cette émission, vous avez Marielle Biogou de la rédaction de Gabon 24. Bienvenue, Marielle. Merci, Jean-Cyril. Alors, monsieur Elangima, vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez 52 minutes pour convaincre les Gabonais. Nous venons de dire que vous êtes le président du Front patriotique gabonais. À quoi renvoie ce parti? Ce parti, d'abord, avant de pouvoir m'expliquer sur votre question, je voudrais partager la douleur qui frappe notre pays. Il y a eu beaucoup d'événements, Esther Miracle, il y a eu aujourd'hui Mandji. Je pense que c'est quand même des situations, lorsque l'on aspire à gouverner un État, qu'on ne peut pas passer sous silence. Et j'adresse mes sincères condoléances à la famille et à la nation, à tort ou à raison, mais je pense que c'est un compatriote qui a perdu la vie, et une vie perdue au Gabon est quelque chose de dramatique, parce que nous ne sommes pas nombreux. Maintenant, vous me posez la question à quoi renvoie le Front patriotique gabonais. Sans oublier de dire aussi qui est rappelé aux téléspectateurs qui est Gérard Elangima. Bon, je suis Gérard Elangima, je suis fils de M. Nguema Mitore, je suis comptable. J'ai créé ce parti depuis pratiquement 3 ans. Et ce parti a des élus locaux, il a un maire au moment où je participe à la présidentielle. Le Front patriotique, c'est quoi? Le Front patriotique, c'est ce qui nous lie, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qui donne ma raison de m'engager pour ce pays, pour ce patrie. C'est tout l'amour que j'ai pour le Gabon que j'exprime à travers ce parti que j'ai inscrit dans la voie du libéralisme communautaire, parce que je refuse de m'inscrire dans des traditions économiques qui ne sont pas forcément les nôtres. Je m'inscris dans le libéralisme communautaire parce que nous sommes d'abord communautaristes dans notre manière de vivre de manière culturelle. Alors, M. Elangima, vous dites avoir un élu local, donc notamment un maire. Pourquoi ne pas d'abord chercher à conquérir l'ensemble du territoire avec des élus locaux, avec des députés? Pourquoi directement briguer la magistrature suprême? Pour vous rafraîchir la mémoire, en 2016, j'étais déjà candidat. Bien sûr. Donc ce n'est pas la première fois. Mais justement, la question se pose. Pourquoi ne pas d'abord avoir, après l'échec de 2016, j'ai envie de dire l'échec patent, 0,16, c'était votre score à cette présidentielle, pourquoi ne pas faire, avec un peu de recul, chercher à conquérir le territoire national pour qu'on vous connaisse mieux à Fougamou, à Ndendé, dans le sud, dans le sud-est et peut-être dans le nord? Bon, vous me parlez d'un score à la présidentielle de 2016 de 0,16. Vous savez comment la présidentielle de 2016 s'est passée et je ne veux pas en revenir. Chacun de nous a un point de vue et nous savons que ça ne s'est pas passé tel que l'on voudrait faire croire aux gens. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue aussi. Mais je dirais ceci. Je ne suis pas nouveau en politique. J'ai été le secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale. Vous comprenez? J'étais l'adjoint de M. Mbobam. Par ricochet, je suis son neveu. Donc vous comprenez que je ne suis pas nouveau. J'ai fait les 9 provinces du Gabon. J'ai animé ce parti même pendant qu'il était convalescent. Ça, c'était à l'époque de l'Union nationale, le Front patriotique gabonais. Je l'ai animé. Mais après être sorti de l'Union nationale, pour les raisons qui sont les miennes, parce que je ne rentre pas dans des querelles des jeunes qui insultent les anciens. Je ne m'inscris pas là-dedans. Alors, j'ai décidé de créer mon parti
comme je l'avais auparavant, parce que j'ai d'abord participé à la création de l'Union nationale, parce que mon premier parti, c'était le Rassemblement des Républicains. Oui. Et nous avons fait la fusion pour créer l'Union nationale, dont l'UGDD de M. Mimboto, le RNR de M. Languema et le parti du feu Pierre Claver Nzemboum, paix à son âme. Donc, après notre séparation, j'ai repris, je me suis reconstitué. Et je peux dire que je ne suis pas déçu parce que j'ai un maire et j'ai plusieurs conseillers. Alors, donc, ce qui ne fait pas de moi un néophyte, ce qui fait plutôt de moi quelqu'un que les Gabonais connaissent très bien. Et les Gabonais me connaissent pour mon franc-parler, pour ma capacité à dire la vérité. Et je sais que lorsqu'ils me regardent ou lorsqu'ils me regarderont, ils sauront que ça, c'est notre homme et ils pourront dire on lui fait confiance. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de reconstitution. Est-ce que dans cette reconstitution qui a conduit à la création du Front patriotique gabonais, on peut retrouver des ingrédients de l'Union nationale? Bon, c'est vrai. J'ai eu un très bon enseignant, M. Mbaba. Mais cette question de reconstruction, c'est pourquoi vous verrez d'ailleurs dans mon projet de société que je présenterai ce samedi, que mon projet c'est le Gabon Entreprise pour sa reconstruction. Pour sa reconstruction. Après m'être séparé, après le décès de mon oncle, j'ai créé mon parti. Est-ce que finalement la filiation avec l'Union nationale était une filiation familiale et pas politique? L'Union nationale était d'abord un rêve. Mais vous n'allez pas aussi me blâmer que le secrétaire exécutif de l'époque, M. Mbaba, soit mon oncle. C'est la providence. Hein? C'est des rencontres que Dieu prévoit. Bon. Donc, je dois dire que pour cette reconstruction que j'essaie d'établir, et cette reconstruction qui représente le mot phare de mon projet de société, le Gabon Entreprise pour sa reconstruction, cette reconstruction m'amène à regarder l'âme du Gabon. C'est pourquoi les mots sont lourds. À l'âme du Gabon. Quand vous regardez le Gabon aujourd'hui, quand vous regardez les Gabonais, est-ce qu'on est fier aujourd'hui d'être Gabonais? Quand on se regarde, quand on regarde les actes qu'on pose, les uns, les autres, les actes face à notre pays, est-ce qu'on est fier d'être Gabonais? Moi, je suis là. Je suis quelqu'un qui voudrait apporter une solution forte. Parce que lorsque l'on a un cancer, on ne vous donne pas de la Doliprane. Et justement, vous parlez de troisième voie, de laisser de côté l'opposition et la majorité. Quelle est cette voie? J'en viendrai. Mais dans mon projet pour la reconstruction, je voudrais mettre en avant la question de notre identité culturelle. Parce qu'on ne peut pas appartenir à un pays si on ne sait plus qui on est. Il faut rétablir nos mânes. Il faut rétablir nos traditions. Comment vous le faites? Vous me permettez? Oui, il faudrait que, d'abord, j'entends faire en sorte que moi, président, que le ministère de la Culture devienne un ministère d'État. Parce qu'un pays avec une population se fonde sur leur culture. J'entends favoriser auprès des tenanciers de nos valeurs culturelles, faire cette promotion pour que les pratiques ancestrales qui ont élevé nos pères, et nous pouvons en être fiers d'avoir eu des pères de cette nature, qui ont élevé nos pères, que ces pratiques redeviennent au bout du jour. On ne peut pas comprendre que dans un pays comme le nôtre, où nous avons l'Ondjobi qui a élevé nos pères et avec beaucoup de valeur, où nous avons le Biéré qui a élevé nos pères avec beaucoup de valeur, que l'on soit en train de voltiger comme des feuilles mortes entre d'un côté la franc-maçonnerie, de l'autre côté le vaudou. Mais qui sommes-nous dans le fond? Il faut qu'on redevienne nous-mêmes. Il faut qu'on crée une pépinière de Gabonais, de jeunes Gabonais. Il faut qu'ils s'accrochent à leur culture, qu'ils aient des limites, parce que dans la culture, on nous enseigne des limites, à ne pas
traversée. On comprend bien, M. Gérard Languema. Nous, on veut comprendre également le comment de ce retour finalement à la culture, au principe que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que ça passe par l'éducation? Est-ce que ça passe par... Madame, je vous disais que je vais d'abord commencer par ériger le ministère de la Culture en ministère d'État. Et par la suite, je vais faire la promotion, ça veut dire auprès des tenanciers de ces valeurs, ça veut dire les pratiquants du Ndiobi, les autres. Je vais faire en sorte que cette promotion prenne le dessus sur toute autre chose. Ça veut dire sur toutes les autres pratiques que nous observons. Il faudrait que cette promotion prenne de l'essor. Mais pour que cette promotion prenne de l'essor, je vais ériger un ordre national culturel gabonais qui sera au même niveau que... Qui sera composé de qui? Qui sera composé des tenanciers des valeurs ancestrales de notre pays. Ça veut dire les tenanciers du Ndiobi, les tenanciers du Biera, les tenanciers, il faut qu'ils aient un ordre. Il faut que lorsque des grandes questions sont posées dans notre pays, qu'ils aient un mot à dire. Vous savez pourquoi les Ouest-Africains ont l'air d'être plus dynamiques que nous? Mais on ne devient pas président en Afrique de l'Ouest sans tenir compte des chefs traditionnels, sans tenir compte des hommes qui détiennent leurs valeurs ancestrales. Donc, il nous faut cet ordre-là qui aura le même respect que l'ordre catholique, l'ordre protestant. Ça veut dire au moment, moi président, au moment des vœux, les détenteurs de nos valeurs auront un mot à dire pour donner des orientations, pour donner des conseils. Et lorsqu'il y a une difficulté, je leur poserai la question de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, Monsieur Languema, pour réaliser ce projet, il faut d'abord être élu. Vous avez critiqué la concertation qui a eu lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les garanties d'une élection? Est-ce qu'il y a un cadre favorable qui garantisse votre élection aujourd'hui pour justement être amené à concrétiser le projet que vous êtes en train de décliner? Même si on vous a vu dans la foulée revenir quand même à la table de la discussion avec le Premier ministre, avec d'autres partis de l'opposition. Non, il faut, mesdames, vous êtes journalistes, il faut être au fait de la vérité. Et votre rôle, c'est de faire de la recherche. Parce que lorsque vous affirmez des choses, les gens nous regardent. Vous étiez ou pas avec le Premier ministre? Écoutez, j'en viens pour que vous compreniez. Vous savez, lorsque je suis sorti de la concertation, d'ailleurs, j'assume, c'est moi qui ai demandé au président Pierre Claver Maganga de sortir avec moi. Je l'assume. Parce que je savais que les débats à l'intérieur n'étaient pas dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt large du peuple gabonais. Ça devait être des débats égoïstes. Et aujourd'hui, le temps me donne raison. Qu'est-ce que nous avons eu de ça? Le retour à une élection à un tour, une élection à un tour. Aujourd'hui, dans le monde entier, ça n'existe presque plus. Toutes les nations veulent des élections à 2 tours. L'élection à un tour a ceci pour difficulté, c'est qu'elle ne permet pas à la légalité et la légitimité de se croiser. Mais ça veut dire dirait M. Languema, la politique de la chaise vide ne paye pas. Vous serez obligé de subir les recommandations et les conclusions de cette concertation. Chacun de nous va subir. Ce n'est pas seulement Languema. Le retour à un tour ne permet pas que la légalité et la légitimité se croisent parce qu'on est élu au pourcentage le plus important. Mais vous me posez la question, est-ce que je suis sûr aujourd'hui que les conditions sont requises? Moi, je suppose, moi, Languema, je suis un homme de paix. Et je suis un homme qui estime que les hommes en face de moi ont de temps en temps des prises de conscience. Ce pays, nous l'avons reçu de Léomba, d'Omar Bongo. Aujourd'hui, c'est M. Ali Bongo. Nous devons tout faire. Et c'est pourquoi j'interpelle M. Ali Bongo pour qu'il s'arrange à ce que ce pays ne souffre d'aucun glissement en dehors de la paix. Parce qu'il l'a reçu en paix. Il a plus de responsabilités pour l'avenir que pour moi. C'est même pourquoi, moi, pour préserver cette paix, moi et Languema, lors de ma déclaration de candidature
j'avais proposé ceci à tous les acteurs politiques pour préserver la paix. J'avais dit, moi, si je suis élu dans des conditions d'une élection à un tour, le deuxième après moi deviendra automatiquement mon vice-président. Le troisième après moi deviendra automatiquement mon vice-premier ministre. Pourquoi? Parce que il faut que ceux qui aspirent à diriger ce pays dirigent avec la majorité des Gabonais. Or, avec le suffrage certainement que je pourrais avoir si les Gabonais posent leur dévolu sur moi, le deuxième et le troisième me permettront d'avoir cette majorité pour que nous puissions gouverner pour la majorité des Gabonais. Mais, comme je l'ai dit, la suite de ce qui va se passer, d'ailleurs, vous observez comment on entraîne des jeunes Gabonais à empêcher à d'autres acteurs politiques de tenir leur messe politique au Haut-Ogooué. Et jusqu'à ce jour, vous n'entendez pas un responsable politique du Haut-Ogooué dénoncer cela. Même le candidat Ali Bongo, lui qui est candidat, qui est originaire du Haut-Ogooué, doit pouvoir dénoncer cela. C'est ce que nos parents nous ont appris. Ils nous ont appris que chacun de nous est chez lui partout au Gabon. Donc, nous ne devons pas accepter ces comportements qui peuvent faire glisser notre pays vers autre chose. Parce que si vous le faites, ils l'ont fait en 2009, lors de la candidature de Baobam, ils voulaient aller à Franceville, ça a été des complications. Aujourd'hui, c'est Monsieur Barrot, c'est arrivé sur lui, mais si d'autres candidats appartenant à d'autres provinces glissent vers ce piège, vous voyez que on va mettre en mal notre pays, on va l'exposer aux dommages et les individus. Alors que aujourd'hui, il est question pour nous, parce que lorsque M. Ali Bongo a préparé la concertation politique, c'était pour des lendemains apaisés. Oui. Et ce qui commence à se faire ne donne pas le sentiment que des lendemains. Alors, Monsieur Languema, on essaye de vous suivre. Vous avez dit, vous élu, le deuxième après vous pourra être votre vice-président. Ça veut dire que si au soir du 26 août, vous réussissez à briguer la magistrature suprême et que le PDG arrive après vous, vous êtes à même de travailler avec le Parti démocratique gabonais. Finalement, quelle est cette troisième voie? Je reviens sur cette question que vous proposez aux Gabonais. La troisième voie, d'abord, je dois répondre. Si le PDG arrive deuxième après moi, oui, naturellement, le candidat du PDG deviendra mon vice-président. Nous n'avons pas d'inimitié personnelle. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque au cas où ce PDG conserverait la majorité à l'Assemblée nationale et qui vous empêcherait certainement de bien mettre... De faire passer vos réformes. Voilà. Bon, écoutez, j'aurais deux choix. Vous comprenez? J'aurai un choix. Je suis président. Si au soir du 26, c'est moi qui suis élu, si je constate que le PDG a la majorité à l'Assemblée et qui me crée des difficultés à faire passer certaines lois qui me permettent de bien gouverner le Gabon, je dissous l'Assemblée nationale. C'est simple. Est-ce que vous ne seriez pas d'abord tenté de chercher un premier ministre au milieu du parti majoritaire à l'Assemblée nationale? Non, je crois que ce sont des règles presque inscrites, mais elles sont non inscrites, qui voudraient que c'est la majorité parlementaire, ceux qui ont la majorité au Parlement, c'est dans leur groupe que vous devriez piocher le Premier ministre. Donc, naturellement, je serais de bon cœur à gouverner avec eux, mais s'il arrivait que je constate qu'ils sont capables de me mettre des bâtons dans les roues, je dissous l'Assemblée nationale. Une fois vous avez dissous l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous faites après? On réorganise des élections législatives. Et si le PDG... Dans quelle période, surtout dans quelle période parce que si, justement après les élections générales d'août 2023, nous y sommes presque, vous constatez que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale et que vous dissolviez systématiquement l'Assemblée en réorganisant une nouvelle élection, est-ce que vous avez les garanties que l'Assemblée serait acquise à votre cause? Non, vous savez, je suis peut-être le seul. Je peux donner au Gabon, je peux donner au budget du Gabon à peu près 5 000 milliards.
Et je peux faire en sorte que l'avenir du Gabon et de tous les Gabonais soit radieux. Vous comprenez? Parce que, pourquoi je dis Gabon Entreprise pour sa reconstruction? Parce que ma première vision est de mobiliser le maximum de fonds. Parce qu'il ne suffit pas de dire je vais construire les écoles, je vais construire les routes, je vais bitumer les routes. Vous les faites avec quoi? Moi, j'ai prévu mobiliser près de 500 milliards, 5 000 milliards. Ça veut dire le budget du Gabon va partir de 3 000 milliards à 5 000 milliards. Il a presque doublé. Il a presque doublé, sinon un peu plus. Mais vous comprenez que les Gabonais auront tout à voir avec moi. Et je suis sûr que les Gabonais me donneront cette majorité pour que je gouverne pour eux. Et Languima Gérard, est-ce que vous pensez que le problème du Gabon aujourd'hui serait dû à une insuffisance budgétaire? D'une part, je le pense. Lorsqu'on vous dit que le Gabon a peut-être 3 000 milliards, il faudrait que ces 3 000 milliards soient en réalité là. Vous comprenez? Il faudrait aussi que ces 3 000 milliards soient utilisés dans les principes de la bonne gouvernance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Gabon a énormément de ressources au point où on peut même doubler notre budget. Je vous ai dit que samedi, je montrerai comment j'amène le Gabon à 5 000. Mais nous avons déjà envie de comprendre, vous êtes quand même là pour 52 minutes, pour convaincre votre électorat qui vous regarde. Comment vous allez amener ce budget à 5 000? Est-ce que c'est par un coup de baguette magique ou je vais m'attaquer à la fraude fiscale et au détournement. Vous comprenez? La fraude fiscale et les détournements peuvent nous donner à peu près plus de 200 milliards. Parce que vous vous souvenez, lorsque l'affaire Alianga, l'ancien DG de Sogara, avait dit que dans cette folie financière, qu'ils avaient pris près de 100 milliards. Ça, ce sont des déclarations d'un homme. Or, moi, je vous dis, avec la fraude fiscale et les détournements, j'arrête toutes sortes de détournements, parce que moi, président, le Gabonais qui prend plus de 100 000, il sait ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il sait ce qu'il va... Non seulement il va rembourser les 100 000, il va faire un séjour de rééducation. Vous comprenez? C'est clair. Parce que cet argent doit servir aux autres Gabonais. Les autres Gabonais sont dans un état lamentable. Ça, c'est un premier point, la fraude fiscale. Voilà. Je peux faire rentrer 200 milliards avec la fraude fiscale. Alors, non, attendez, je vais d'abord faire le point. Je fais une précision. Oui. Ça veut dire, quand vous parlez de fraude fiscale, quand vous parlez de... Il y a beaucoup d'argent. Est-ce que cet argent est détourné dans le budget qui est déclaré ou cet argent est détourné et qu'il n'est pas déclaré? Ça veut dire, est-ce qu'on prend dans le budget prévisionnel ou c'est de l'argent qui ne fait même pas partie? C'est à des échelles. C'est à des échelles. Ça veut dire il y a ce qui se passe dans les ports, il y a ce qui se passe un peu partout. Il y a beaucoup d'argent qui ne sont pas déclarés et suivi des détournements dans le budget de l'État qu'on peut normer à peu près à 200 milliards. Mais en plus. Allez-y. Vous prenez il y a 144 entreprises dans la zone économique d'Ongkok qui ne payent aucune taxe et payent aux Gabonais des salaires de misère. Ça veut dire 70 000, 80 000 pour des boulots où la vie des Gabonais est exposée à tout moment. Ça veut dire qu'ils peuvent perdre les doigts. Alors les 144 entreprises vont devoir payer leurs redevances dans l'assiette fiscale. Vous allez donc réformer le régime le régime sera fait. Donc, à peu près, nous pouvons prendre dans la zone d'Ongkok à peu près 150 milliards.
Vous quittez de là. Vous me permettez, oui, pour que vous compreniez. Pour rebondir quand même rapidement sur Coq, Oui. est-ce que vous pensez que si vous préleviez à ces entreprises qui sont installées actuellement en Coq, Oui. ça va leur donner envie de rester au Gabon? Parce que l'une des raisons qui les attire dans cette zone, c'est le fait qu'elles soient exonérées d'impôts. Oui, mais qu'est-ce que le Gabon y gagne? Qu'est-ce que notre pays y gagne? S'ils sont là, ils font de la transformation, ce sont des entreprises privées. On doit tout faire pour qu'eux y gagnent et que le Gabon gagne quelque chose. La deuxième phase, c'est, aujourd'hui, nous avons un grand problème. Le problème homme-faune. Mais tout le monde sait que les éléphants vivent dans la forêt. Mais nous ne nous posons pas une seule question. Qu'est-ce qui fait en sorte que les éléphants partent de la forêt pour venir attaquer nos grands-mères, nos papas dans les villages? Peut-être une surpopulation d'éléphants? C'est pas une surpopulation. Certainement le réchauffement climatique. Parce que leur milieu naturel est dérangé à travers des entreprises qui font dans l'exploitation forestière, qui font dans la recherche de l'or, et ainsi de suite. Leur milieu naturel est décomposé. Et ils finissent par dire, plus que nous n'avons plus rien, on monte vers les populations. Je vais mettre une taxe pour le développement de l'agriculture pour ces gens-là. Alors, une taxe pour l'agriculture, pour ces gens-là. Nous allons d'abord arrêter à ce niveau pour la première partie et nous allons justement revenir après la transition. Deuxième partie de votre émission, 52 minutes pour convaincre. Madame, Monsieur, nous sommes avec Gérard Elangima, président du Front patriotique gabonais. Et pour conduire cette émission, je suis avec Marielle Biogou de la rédaction de Gabon 24. Oui, Jean-Cyril Ondomengue, nous étions avec Monsieur le Président qui parlait d'une taxe, dans la première partie, une taxe sur le conflit homme-faune, peut-être développée davantage. Oui, je disais que l'environnement de nos pachydermes a été dérangé. Oui. C'est pourquoi nous avons l'impression qu'ils viennent vers les domiciles, ils viennent déranger les plantements, saccager les plantations. Mais ce n'est pas arrivé tout simplement comme cela. C'est parce que des entreprises qui exploitent de l'or, qui exploitent des okoumés, du bois, ont déréglé leur environnement. Mais ces entreprises, cette situation ne peut pas rester au-delà des 4 milliards que la communauté internationale va verser pour le conflit homme-faune, pour le soutien qu'ils nous apportent. Moi, je dis, toutes ces entreprises d'exploitants d'or, de minerais, de bois, je leur mettrai une taxe. L'argent qui sortira de là me permettra de mécaniser l'agriculture. Ça veut dire, toutes les entreprises comprises, nous aurons à peu près 200 milliards sur cette affaire. Mais cet argent servira, je l'affecterai, certainement après je ferai un développement pour la mécanisation de l'agriculture. C'est vrai que nous parlons de renflouer les caisses de l'État, mais comme nous sommes sur cette problématique du conflit homme-faune, est-ce que vous pensez que cette seule taxe permettrait de mettre fin à ce problème? Concrètement, Gérard Elangema, président, qu'est-ce qu'il fait pour arrêter le conflit homme-faune? Mais écoutez, pour arrêter le conflit homme-faune, il faut que nous allions aux fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont les entreprises. Les entreprises qui font du désordre dans nos forêts. Est-ce qu'on doit arrêter d'exploiter le bois, oui, par mais exemple? est-ce qu'on doit aussi faire mourir de faim nos parents? Alors, on va trouver le juste milieu. Le juste milieu est qu'il va falloir qu'une cartographie en termes de ressources, en termes de bois, soit trouvée pour qu'on affecte certaines entreprises à des endroits. Parce que... Mais un plan d'aménagement qui existe déjà, oui, monsieur mais le Président. Non, le problème, c'est que nous n'avons pas réglé le problème. Tant que le problème n'est pas réglé, nous cherchons quand un vaccin n'arrive pas
On a aujourd'hui 11% quand même du territoire qui est consacré aux parcs nationaux et aux aires protégées et qui a donc, j'ai envie de dire, résolu une partie du problème. Mais vous, à votre niveau, que ferez-vous en plus? C'est pourquoi je vous dis, hein, nous allons prendre une cartographie, nous allons chercher des moyens modernes. Comment orienter? C'est ce que je voulais vous dire. Comment orienter par rapport aux exploitants forestiers la vie, hein, de ces éléphants? Comment les orienter? Nous allons trouver des moyens modernes, comment les orienter vers un secteur pour qu'ils soient en dehors des zones... Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas avec les parcs nationaux? Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça ne peut pas être le cas si ça se passe derrière la cuisine de ma grand-mère à Coco Beach. Ça ne peut pas être le cas. On parle plus et on fait moins. Vous savez que c'est ce qu'on a fait durant ces 14 dernières années. On parle et on n'agit pas. Voilà. Alors, Gérard Elanguima, vous parlez des mais, mécanismes qui vous permettraient... Mais le plus gros mécanisme, c'est me permettre, moi, président, j'achèterais une machine hydrocracker. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une machine qu'on appelle hydrocracker. Vous savez, lorsque on exploite le pétrole, lorsqu'on exploite le pétrole, généralement, ce qui est utilisé, c'est celui qui sort tout de suite, qui gît tout de suite. Mais les déchets, les métaux lourds du pétrole ne sont pas pris en compte. Et pourtant, dans ce pays, les gens utilisent cette partie lourde-là qu'il faut retravailler, raffiner, qui peut donner la même quantité de production en termes de pétrole, en termes de kérosène. Donc, cette machine coûte 500 milliards. Et donc, vous allez investir d'abord pour l'acheter? Mais naturellement, lorsque j'ai dit Gabon Entreprise, ce pays, on ne peut plus s'arrêter au stade d'attendre que le pétrole donne de l'argent. On prend cet argent, on le consomme, après on va contracter des dettes. Il faut que le pays rentre dans le rythme, par exemple, de la Chine. La Chine, elle est communiste politiquement, mais elle est capitaliste économiquement. Donc moi, je voudrais que notre pays, au-delà des richesses que les ressources naturelles nous donnent, que notre pays emboîte le pas vers la création des unités de production, que l'on investisse pour avoir de l'argent. Parce que cette machine à elle seule, si nous l'avions, vous comprenez, ça peut permettre le traitement de ces déchets pourra donner à peu près 1000 milliards au budget gabonais en dehors du premier pétrole qui a été... En combien d'années? Non, écoutez, si je suis président demain, pour moi c'est une priorité. Je vous ai dit que je veux amener le Gabon à 5 000 milliards. Je vous dis tout de suite j'ai de l'argent. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises, et je le dis, et c'est moi, toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises au Gabon versent de l'argent à la famille Bongo. En dehors des 18% du pétrole qu'on leur reverse. Cet argent, je le prendrai parce que ça ne se justifie pas. La famille Bongo, avec tout le respect que j'ai pour eux, et comme toutes les familles gabonaises, ils sont comme tous les Gabonais, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout ce que vous dites. Donc, je vais prendre rien que ces 18% qui ont une valeur à peu près de 800 milliards, je les remettrai au trésor du Gabon pour m'occuper des Gabonais. Mais vous savez que le budget, il y a les recettes, mais il y a aussi les dépenses. Et dans les dépenses, il y a la dette intérieure. Quelle est la place de la dette intérieure dans votre budget de 5 000 milliards? Peut-être avant d'aller à la dette, vous avez parlé du modèle chinois qui est communiste de par son système politique et capitaliste par son système économique. Mais cette Chine est surtout industrialisée. Est-ce que vous allez aussi industrialiser le Gabon qui n'a qu'une part de 12% aujourd'hui? Non. Vous savez, la question de l'industrialisation du Gabon, elle est de fait. Le Gabon a 300 espèces minéraux dans son sol, dans son sous-sol. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la phase d'industrialisation ou de transformation du bois. Mais il faudrait, et c'est pourquoi je vous dis, j'ai besoin de mobiliser beaucoup d'argent pour emboîter la question de l'industrialisation. Parce que la question de l'industrialisation va m'emmener vers un investissement
d'abord en termes matériels et vers un investissement en termes des experts qui viennent former, qui vont d'abord être nos principaux, qui vont nous donner des orientations, comment on peut transformer. Parce que le Gabon a le manganèse, il a l'uranium, il a le phosphate. On a 300 espèces minéraux. Donc, pour commencer cette transformation localement, on aura d'abord besoin des experts qui sortent des pays industrialisés pour qu'arrivés ici, ils nous aident à démarrer et par la suite que des Gabonais prennent le relais par le transfert de technologies et des compétences et de connaissances. Donc, la question de l'industrialisation, elle est dans mon esprit parce que c'est elle qui va être la question qui va résolver un certain nombre de désidérata qui accablent les Gabonais, tels que la question du chômage. Oui. Il y a à peu près 70% de la population active qui est en chômage. Et ça, on peut le faire. C'est quand même un chiffre exagéré, Monsieur le Président. On parle de 20%, la Banque mondiale, 30% pour les jeunes. Mais j'aimerais revenir quand même sur votre question du budget avant de renchérir sur la question de la dette intérieure. Je reste sur la dette. Quand vous dites que vous allez avoir tous ces fonds, vous allez prendre toutes ces ressources pour faire votre budget de 5 000 milliards, est-ce que vous allez également vous endetter vers l'international? Mais écoutez, moi, je suis clair. Le Gabon a tellement de potentialité, il faudrait que le Gabon commence à compter sur lui-même. On ne peut pas vouloir faire un pays en faisant des emprunts obligataires. On fait, et puis quand on rembourse là-bas, le lendemain on va réemprunter là-bas. C'est une économie morte. On ne peut pas, on n'est pas un pays. Et donc que faites-vous, pour revenir à ma question, de la dette intérieure? Moi, il faut d'abord que je maîtrise. Ah oui. Parce qu'il faut que j'appelle les techniciens du budget, du trésor. Il faut que je maîtrise. C'est vrai que la capacité à mobiliser l'argent, je l'ai, mais j'aurais besoin des techniciens, des administrations concernées. C'est pourquoi je travaillerai beaucoup avec ceux des impôts, ceux du trésor, ceux du budget, parce que je veux avoir le tableau réel de la situation du Gabon. Mais dans la dette intérieure, bien sûr, beaucoup de choses vont être revues. Parce que nous savons que cette dette intérieure est chiffonnée. Il y a des gens... Il y a eu un audit, monsieur. Non, écoutez, nous le savons. Nous le savons et je suis clair dessus. Moi, président, cette dette, elle va être revue. C'est pourquoi je dis que j'aurais besoin de commettre les experts du ministère du Budget, du Trésor, des impôts, pour que j'ai une situation nette. Et moi, je travaillerai avec eux. On ne viendra pas me raconter. Pour que nous situions réellement la dette intérieure du Gabon dans sa réalité. Nous allons peut-être retourner, peut-être 14 ans en arrière, pour savoir qui a fait quoi, on doit quoi. Parole de Gérard Elang. Voilà. Alors, vous avez parlé de la population. On a parlé un tout petit peu de la population gabonaise. Le constat qui est fait aujourd'hui est que la très grande majorité se retrouve dans des centres urbains, ce qui conduit à un exode rural très accru. Est-ce que vous avez un plan derrière pour arrêter cette hémorragie? Parce que la conséquence est que finalement, on assiste à une cherté de la vie parce que ceux qui sont dans les zones rurales, qui devaient produire pour nourrir ceux qui sont en ville, ces villages-là sont vides et il n'y a plus personne qui produit. Merci pour la question. Tout à l'heure, je vous disais que la taxe sur la déforestation avec les entreprises forestières, les orpailleurs, tout ça là, me produira à peu près 200 milliards. Et je vous ai fait savoir que les 200 milliards, j'entends les affecter pour la mécanisation de l'agriculture chez nous. La mécanisation permettra quoi? Ça permettra de donner la possibilité à certains citoyens de repartir. Parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens, pas d'exode rural. Vous voyez, cet exode-là est né de quoi? L'université, vous savez que chaque année, lorsque il y a à peu près 20 000 jeunes qui quittent des villages pour venir à Libreville parce qu'ils ont obtenu leur baccalauréat. Oui. Est-ce que vous le savez? C'est pourquoi je vous dis,
moi, lorsque j'entends mobiliser tout cet argent, c'est pour délocaliser certains départements de l'université ou construire les universités d'OIM, construire les universités de Mouila, ainsi de suite. Il faut que construire les universités, construire les lycées et collèges, rendre performants les dispensaires parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans l'arrière-pays. Rendre performants les dispensaires, essayer de trouver des plateaux techniques, y ajouter des techniciens de qualité. Monsieur Vous me permettez, oui. ça va permettre, je suis ici pour m'expliquer. Allez-y. Parce que si chaque fois que je veux m'expliquer, les Gabonais Gabonais ne comprendront rien. Et nous n'avons que 52 minutes. C'est pourquoi on a envie de vous relancer. Allez-y. Donc, vous savez, lorsqu'on va mettre dans l'arrière-pays, on va construire les universités à OIM, à Port-Gentil, à Mouila, ça va ramener une partie de la population vers l'arrière-pays. Lorsqu'on va y mettre des lycées jusqu'en classe de terminale et mettre des universités là-bas, ça va faire en sorte que l'enfant qui apprend à Mouila n'a plus besoin de venir à Libreville. Seulement que cette population aura besoin d'être nourrie. Mais nourrie, c'est pourquoi je vous dis, j'ai parlé de la mécanisation de l'agriculture. Pourquoi je parle de Gabon Entreprise? Parce qu'il ne s'agit plus, il ne s'agira pas pour moi de laisser la charge seulement aux citoyens de produire les biens et services. L'État va créer des structures. C'est-à-dire que je n'aurai même pas besoin de Mercurial pour gérer la question des prix. Le coût de vente. Je n'aurai pas besoin. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que les privés, qui sont les populations, en leur permettant d'avoir des moyens modernes dans la mécanisation, et on va les obliger à se mettre par coopérative pour qu'ils ressentent le bien fondé de leur production. Vous savez, quand quelqu'un fait de l'agriculture de subsistance, il peut vendre un régime de bananes, il peut vendre un paquet de manioc. Quel impact que ça a dans sa vie? Aucun impact. Or, il faut qu'on les mette par coopérative avec du matériel. Est-ce que vous allez obliger les personnes à l'intérieur du pays à se mettre en coopérative? Nous, on a envie de comprendre les Gabonais avec. Comment vous allez inciter ces personnes-là? Je vous ai dit qu'on est communautariste. Notre culture, on est communautariste. On sait vivre ensemble, on sait travailler ensemble, mais chacun par la suite récupère. Vous savez, mon grand-père avait 2 femmes. Chaque femme avait sa plantation. Vous comprenez? Mais et pourtant, quand l'heure de la cueillette arrive, on déterre tous les maniocs, tout. Et puis quand on a fini de vendre, quand il avait fini de vendre, il redistribuait à chacune d'elles sa part. C'est le même système. Donc nous avons une culture communautariste. Il faudrait que nous y tenons. Et c'est ce même système que nous allons faire en sorte que les Gabonais travaillent ensemble. On leur fournira des tracteurs qu'ils produisent réellement. On achètera des tracteurs qui produisent réellement sur des hectares. Et lorsqu'ils revendent, lorsque la vente est faite, chaque Gabonais dans cette coopérative recevra le prix de sa participation qui lui permettra de vivre dignement. Oui. Vous avez parlé des universités délocalisées à Mouila, OIM, etc. Oui. Est-ce que ces universités, j'y arrive, seront également spécialisées? Parce que ça ne sert à rien de faire des UOB bis à l'intérieur du pays. Mais non, il faut que le monde évolue. Et le Gabon a sa propre réalité. Quelles seront les offres de formation? Mais les offres de formation vont être plus dans des métiers, des sciences, parce que les métiers d'ordre général ne rapportent plus. L'administration est saturée. Il faut, là où les gens apprennent, ça veut dire, dans les universités, on apprend les sciences. Et on les rend compétitifs. Il faut, mais lorsqu'on restera dans l'ordre général, ces messieurs, nous allons faire en sorte qu'ils aient un enseignement les plus compétents pour que nous puissions permettre à ce Gabonais qui a eu une très belle formation d'aller enseigner en France, d'aller enseigner aux États-Unis, pour qu'ils soient compétitifs. Le problème n'est plus de créer tout seulement les universités, mais le problème est de veiller à ce que la qualité des structures,
la qualité de l'enseignement, la qualité de vie en milieu, le traitement des enseignants. Parce qu'un enseignant qui est découragé ne donne pas le meilleur de lui-même. Le traitement des enseignants. C'est pourquoi moi je dis, moi président, l'enseignant le plus moins payé au Gabon aura 1 million de francs. Est-ce que vous allez faire également de l'éducation nationale un ministère d'État? L'éducation nationale. Comme pour la culture. C'est un mammouth. C'est un mammouth. Il faut peut-être dégraisser. Pourquoi dégraisser? Pourquoi je vais dégraisser l'éducation nationale? Non. C'est un mammouth. Il est au cœur de l'avenir du Gabon. Ça veut dire l'éducation, comme le dit son mot. C'est pourquoi je vous dis que moi, président, le minimum qui sera payé à un enseignant, c'est 1 million. Le minimum qui sera payé à un médecin, c'est 1 million parce que pour avoir une population capable de porter le développement, il faut qu'il soit bien formé, ce citoyen soit bien formé, et il faut qu'il soit en bonne santé. Donc, ces deux éléments fondent la force d'une population, d'un citoyen. C'est pourquoi je pense que les enseignants et le personnel de la santé seront traités particulièrement. Alors moi, je parlais de dégraisser le mammouth. Pourquoi? Parce que vous avez parlé des enseignements qui sont généraux et qui ne trouvent plus de débouchés dans le monde du travail. Là, je vous comprends. Non, on va adapter. Vous savez, on ne peut plus garder le même niveau de formation lorsque nous sommes quittés en 1960. Aujourd'hui, on est en 2023. On ne peut pas continuer à garder le même curricula. C'est pas bon. Il faut adapter la formation aux besoins du pays d'abord et puis regardez ce qui se fait dans le monde. Parce que lorsque nous parlons des pays comme la Chine, tout ça, c'est vrai. Et il y a la question de la formation qui est au cœur des Chinois. C'est d'abord la formation. Vous voyez que même les petits Chinois fabriquent les ordinateurs qu'on a. Fabriquent, c'est des petits Chinois. Donc l'orientation sur la formation est claire. Et il va falloir que sur la question de la formation des jeunes Gabonais, il faut que ce soit clair, qu'on réoriente les choses pour permettre à chacun de trouver sa place au Gabon et de trouver sa place dans l'international. Bien. Ces pôles universitaires que vous allez créer, que vous allez développer, vont devenir des pôles d'excellence et partant des pôles d'attraction. Et derrière, il y aura une forme d'interconnectivité. Est-ce que vous avez pensé aux infrastructures routières pour permettre à ceux qui veulent aller à Bouila, ceux qui veulent aller à OIM, dans ces universités, de pouvoir circuler en toute sécurité? C'est pourquoi, vous savez, il n'y a pas de développement sans route. Pour moi, j'entends faire en sorte que tout le Gabon soit, toutes les provinces soient connectées les unes les autres. Aucune province ne restera derrière. Monsieur Langema, tous sont 5 ans. On a l'impression que... Non, non. Oui. L'émergence du Gabon, moi, je la fixe dans 15 ans. D'accord. L'émergence du Gabon, je la fixe dans 15 ans. En fait, son développement. L'émergence, c'est les mots génériques. Le développement du Gabon, je le fixe dans 15 ans. Mais chaque 5 ans, et naturellement, moi, je n'entends pas, au cas où je suis élu, je n'entends pas m'imposer au pouvoir. Vous comprenez? Je débuterai ce développement, je le laisserai à un niveau, évidemment, pour les 5 prochaines années. Un autre devra pouvoir finir parce que personne n'a la science infuse. Et lorsque je suis arrivé sur Terre, Dieu n'a pas marqué sur mon front qu'à part toi, aucun autre Gabonais ne peut gouverner ou apporter le bien-être. Vous sous-entendez que vous ne feriez que 2 mandats au cas Je trouve que c'est raisonnable et c'est responsable. Il faut donc parce que la fonction présidentielle, elle est prenante et épuisante. Moi, je voudrais être un homme. Après mes 60 ans, je voudrais vivre avec mes petits-enfants. Je voudrais vivre avec mes enfants. Je voudrais aller dans mon village, m'installer et jouir du peu de vie qui va me rester. Je n'ai pas l'envie de m'éterniser au pouvoir. Même un seul mandat me suffira
je deviendrai le précurseur de développement. Même un autre peut prendre par la suite si c'est le soin des Gabonais. Alors, en quittant justement le fauteuil présidentiel, vous allez réorganiser la Constitution avec la limitation de mandat ou vous allez juste partir et dire à ceux qui vont venir après vous... Je vous ai dit que je présentais mon projet ce samedi. Vous comprenez? Je ne suis pas pour la paix en portant des gilets pare-balles. Je ne suis non plus pour la démocratie des armes. C'est pourquoi il va falloir que les choses soient clarifiées. Si nous avons décidé que c'est la démocratie que nous voulons, ces notions de démocratie, de droit, parce qu'il faut former le citoyen gabonais, doivent être enseignées. Parce que c'est pourquoi je voudrais créer une pépinière de jeunes Gabonais. Parce que nous, là, nous avons des problèmes. Je voudrais créer une pépinière de jeunes Gabonais qui auront en charge l'avenir de ce pays. Parce qu'on ne peut pas continuer vers la voie qu'on emprunte. Donc il faut une formation, une éducation, une pédagogie depuis l'école primaire, secondaire, universitaire. Il faut apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Qu'est-ce que c'est un citoyen? C'est quoi tes droits? C'est quoi tes devoirs? Il faut que depuis le primaire, l'on enseigne cela à nos enfants. Il faut qu'on ramène l'éducation, comment j'appelle ça, manuelle. Comment on apprend un enfant à planter l'oseille pour ne pas aller l'acheter, comment elle peut faire pour planter ça dans son terrain. Ça, c'est ce que moi j'ai eu la chance d'apprendre cela parce que j'étais au séminaire. Mais c'est ce que nos parents ont appris. Alors très rapidement... Donc, il y aura, je vais mettre un régime démocratique, vous comprenez, avec une règle que je souhaiterais rendre intouchable. Ça veut dire, chacun de nous doit admettre qu'après 2 mandats, il doit partir. Vous savez, en France, pourquoi chaque président, après 2 mandats, part? Et pourtant, ce n'est pas écrit. Mais c'est la culture. Il faut donner cette culture à nos enfants. À nos enfants. C'est pourquoi je dis, moi, président, au soir du 26, on se plaint. On se plaint de nos enfants aujourd'hui. Moi, président, au soir du 2020, du 26 août, du 16 août, 26 août, je vais m'atteler à construire des internats dans les 9 provinces. Aucun enfant ne restera dans sa famille. Languima, nous sommes pratiquement arrivés. Aucun enfant ne restera dans sa famille. Je vais rendre la formation militaire obligatoire, même pour 1 mois, même pour un an. Merci. Vous êtes venu pour discipliner. Vous êtes venu pour convaincre les Gabonaises et les Gabonais pour que ces derniers se rallient à votre cause. Oui. Si vous avez un dernier message à leur adresser, c'est le moment. Regardez la caméra. Chers Gabonais, chères Gabonaises, chers Gabonais, je suis Gérard Elanguema Mitogué. Vous connaissez à peu près mon parcours. Je ne doute pas que vous me fassiez confiance. Mais je voudrais particulièrement m'adresser aux hommes de corps. Mes chers frères, vous n'avez pas vocation à défendre un individu. Vous n'avez pas vocation à défendre un régime. Vous avez vocation à protéger le pays. Vous avez vocation à protéger tous les citoyens. Aujourd'hui, les regards seront tournés vers vous le 26 août. Soyez dignes de l'uniforme du Gabon que vous portez. Inspirez-vous de ce qui se fait en Afrique de l'Ouest. Ils ne sont pas plus hommes que nous. Ils ne sont pas plus conscients que nous. La balle est dans votre camp. Protégez la nation et protégez la vérité. Je vous remercie. Protéger la nation et protéger la vérité, les paroles d'Elanguima.
Merci d'être passé sur 52 minutes pour convaincre. Merci. Merci à toi aussi, Marielle, d'avoir été Ce fut un plaisir, Jean-Cyril. Cette émission. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir regardés. C'était 52 minutes pour convaincre. Nous étions avec Gérard Elanguima. À très bientôt pour un nouveau numéro.